Bonjour Hervé Morin. Nicolas Vito, bonjour. Vous êtes le président de la région Normandie, vous êtes aussi le président des centristes, nouvelle dénomination de ce qui était avant le Nouveau Centre. Et vous allez entamer un tour de France pour imaginer ce qu'est la France de 2030. Qu'est-ce que vous cherchez ? Écoutez, moi ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de responsables politiques aujourd'hui qui sont en interrogation parce que l'arrivée d'Emmanuel Macron dans le paysage politique a totalement bouleversé le schéma politique traditionnel de ces 50 dernières années. Ouais. On est dans une phase de décomposition complète qui amènera à une recomposition. Une recomposition un jour, oui. Un jour, ça viendra. Mais je pense que toutes les questions d'alliance, etc., tous ces sujets-là n'ont pas fondamentalement beaucoup d'intérêt. Ils n'en ont même pas du tout. Bah, ça reviendra, ça aussi. Ça reviendra, mais ce n'est pas le moment. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a besoin surtout de nous, centre-droit, pour faire court, de nous positionner et de repenser un projet politique. Je prends des exemples simples. Nous voulons girondin, c'est-à-dire décentralisateur. Qu'est-ce qu'est, en France, dans un pays traditionnellement jacobin, qui a laissé maintenant une large place à la décentralisation. Un peu centralisateur, oui, mais qui décentralise en effet. Bon, oui. Qu'est-ce qu'une société girondine ? Qu'est-ce qu'on donne aux collectivités ? Qu'est-ce qu'est la différenciation en fonction des territoires ? Entre Paris et les régions. Est-ce qu'on s'accorde la capacité de pouvoir adapter la législation et la réglementation ? Et pour ça, vous avez besoin d'aller voir des, entre guillemets, vrais gens ? Vous n'avez pas la réponse autour de vous ? En tant que président d'une région, je les vois tous les jours. Oui. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on le fasse collectivement, avec des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont un peu en retrait des Républicains, qui sont en retrait de notre famille politique et qui aujourd'hui se cherchent. Et je constate qu'il y a beaucoup d'élus qui sont dans cette situation, de responsables qui ont été chez les uns, chez les autres, et qui aujourd'hui se disent « bon, voilà », et qui aussi regardent la politique d'Emmanuel Macron souvent avec bienveillance. On va y venir à cette bienveillance. Je prends un autre exemple. Simplement, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que vous allez chercher des idées que vous n'avez plus ? Est-ce que, face à cette recomposition dont vous parliez, vous êtes en train de vous dire, après tout, il nous prend des sujets, d'autres ont été rejetés par les Français, qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Je prends un second exemple. Je crois qu'il faut aussi tester les choses, les éprouver. Quelle est la place qui est faite à l'autonomie de la société ? Quels sont les sujets sur lesquels on considère que la société porte la transformation du pays ? Notamment sur tous les sujets qui sont les sujets sociétaux. Et là-dessus, vous voulez interroger... On est à combien ? 15 mois, oui, à peu près, des élections européennes. Quel est exactement le projet européen ? Alors, j'ai entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron à Athènes, notamment. À la Sorbonne et à Athènes. Et à la Sorbonne. En même temps, moi, je reviens de Bruxelles, où j'étais en tant que président des régions de France, pour discussion avec les commissaires européens. Je constate que sur tous ces sujets-là, en vérité, on n'avance pas beaucoup. Pour l'instant, on est un peu isolé. Le RTL et le Figaro publient un sondage ce matin, réalisé par Kantar Sofres, auprès des Français, sur leur position vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de sa politique, de ce qu'il a fait depuis 8 mois qu'il est au pouvoir. En gros, un tiers dit nous sommes pour, un tiers dit nous sommes contre. Et puis le dernier tiers se partage entre ceux qui ne se prononcent pas et ceux qui disent on va attendre, on va voir, laissons-lui un petit peu de temps. Vous êtes dans quelle catégorie ? Moi, je suis en tant que président d'une région, donc acteur politique, bien souvent avec des discussions avec l'État, moi, je veux que le pays réussisse. Voilà, je veux que la France réussisse. Et donc vous êtes dans... Donc je suis dans ceux... je ne suis pas dans sa majorité... mais je suis dans ceux qui veulent que la France réussisse. Donc, mais dans ce sondage, je vous pose des questions, vous êtes où ? Je serai dans le tiers qui dit je veux voir. Voilà. On lui laisse du temps. On lui laisse du temps. Très clairement, je pense que sa politique économique sur bien des points est bonne. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est de remettre le pays au travail. Je le constate tous les jours en tant que président de région. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui n'a pas été encore du tout traité, qui est la question de la dépense publique et la réduction des déficits. Mais en même temps, reconnaissons, j'ai des discussions aujourd'hui sur l'apprentissage, etc., ou sur l'orientation, je constate que le gouvernement est prêt à faire des pas que nous n'avions pas fait. À propos d'apprentissage, justement, et de remettre la France au travail, le gouvernement a entamé le deuxième grand train de réforme sociale. Après les ordonnances sociales, on s'attaque maintenant à l'apprentissage, la formation professionnelle.
qui sont des champs de compétences des régions. Qui sont des champs de compétences des régions. Et ma question, c'est mais qu'est-ce que les régions viennent faire là-dedans? Après tout, il faut former. Ben oui, ça vous étonne. Il faut former des jeunes, il faut les mettre en contact avec le milieu du travail, avec le marché du travail, et les régions là-dedans. Et qui met en place, régule, organise tout cela. Il faut bien qu'il y ait un acteur pour faire cela. Ça pourrait être les branches professionnelles? Oui, bien sûr, les branches professionnelles doivent être des acteurs majeurs de cette histoire-là. Mais il y a pour la formation professionnelle, il y a la formation professionnelle des entreprises, ça c'est le boulot des boîtes, c'est le boulot des branches, et puis il y a la formation des demandeurs d'emploi. Et la formation des demandeurs d'emploi, on est dans un maquis absolument considérable avec différents acteurs, et nous disions il ne faut plus qu'un pilotage et un pilotage unique. Et nous revendiquons... Vous, les régions. Nous, ça les peut régions. Pas être les branches, justement. Non, parce qu'il faut une territorialité. Ça peut être une extension de l'éducation nationale entre l'université et l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma région? Ouais. J'ai pris chaque bassin d'emploi, et sur chaque bassin d'emploi, j'ai, avec les chefs d'entreprise de ce bassin d'emploi, bâti un vrai schéma de développement de la formation professionnelle en fonction des besoins des entreprises. Et ça marche? Écoutez, on le met en place. Le problème, c'est que tout est long dans notre brave pays. Quand tout d'un coup, on découvre que dans tel bassin d'emploi, il faut un BTS sur telle ou telle formation et élever le niveau de qualification, entre le moment où vous appuyez sur le bouton, le moment où l'éducation nationale met en place la formation et où sortent les premiers jeunes, il se passe 3 ans. Ouais, mon étonnement vous étonne sur les régions. Oui, parce que nous avons la dimension suffisante pour pouvoir mener des politiques structurantes, capables d'être systémiques, et en même temps, nous avons cette proximité qui nous permet de réagir rapidement, de pouvoir innover, de pouvoir expérimenter, sans être dans la contrainte de l'égalitarisme de l'État. Bon. Voilà. En tout cas, vous avez repris des discussions avec l'État, vous, les régions. Sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage. Combien de temps pour voir quels effets seront tirés de ça? Écoutez, normalement, le gouvernement s'est fixé comme objectif que début février, on puisse présenter ce projet. Je pense que il y a des éléments très positifs. Le fait, par exemple, de confier l'orientation aux régions. Le fait de pouvoir créer un mécanisme dans lequel on incite les centres de formation à être plus acteurs de l'apprentissage. Et troisième élément, faire en sorte qu'il y ait un peu de régulation publique, parce que s'il n'y a pas de régulation, ça va être la jungle. Il y a 8 jours, la ministre des Transports recevait les patrons du rail français, SNCF et Réseau Ferré. Il ne s'est quasiment rien passé, ça a fait pchit. Vous êtes en général assez mécontent de ce qui se passe côté transport ferroviaire dans la région Normandie. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu taper un peu plus fort du poing sur la table? Le problème, c'est que Guillaume Pépi est le bouc émissaire des défaillances de l'État. C'est tout. Quand je prends ma région, on a un réseau ferroviaire lamentable. Il ne fallait pas mettre un symbole. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas investi. Ouais. Pas de symbole, pas besoin. Le symbole, c'est pas Pépi qui gère la misère d'un État qui, depuis 10 ans ou 15 ans, a totalement abandonné son réseau ferroviaire. C'est ça, la réalité. Et donc, on attend. Non, donc on change, on transforme. Regardez ce que font les régions. Vous voyez, je vous parlais d'innovation, d'expérimentation. Eh bien, la Normandie a proposé au précédent gouvernement de reprendre la totalité de la compétence ferroviaire, un grand plan d'investissement, une remise à plat de l'ensemble de la carte des transports et du schéma de transport. Il faut 3 ans, 4 ans. Quand vous commandez des trains, avant que le premier train arrive, il se passe 3 ans. Les centristes ont quitté l'UDI, les centristes de votre formation ont quitté l'UDI il y a quelques temps, comme les radicaux d'ailleurs l'ont quitté. C'est quoi votre port d'attache? Mon port d'attache, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne pas se préoccuper de solutions partisanes. Pour l'instant. Et donc avancer et progresser vers un projet. On verra ce projet dans quelques temps alors, je suppose. Merci. En juillet. En juillet. Merci Hervé Morin.